française aide-t-elle l'Ukraine à tenir face à l'agression russe? Comment cette coopération entre villes, indépendantes de Paris et de leadership politique, renforce-t-elle les liens entre les pays? Est-ce qu'il y a des régions françaises plus sensibles que d'autres au drame ukrainien? Vous écoutez le podcast L'Ukraine face à la guerre. Ce podcast est enregistré en Ukraine et par des Ukrainiens. Dans ce podcast, nous racontons comment l'Ukraine continue à vivre et à résister face à l'agression russe. Nous proposons des analyses, mais aussi des témoignages. Nous essayons de vous faire comprendre l'Ukraine, son histoire, sa société et sa culture. Je m'appelle Tetiana Ogarkova, je suis universitaire et journaliste responsable du département international à l'Ukraine Crisis Media Center, une ONG dont la mission est d'informer le public étranger sur l'Ukraine. À mes côtés, Edward Mayer, cofondateur de l'initiative Stand with Ukraine, qui renforce les liens entre les villes françaises et les villes ukrainiennes. Bonjour Edouard, je suis très contente de vous accueillir dans notre podcast L'Ukraine face à la guerre. On vous connaît comme cofondateur d'une initiative Stand with Ukraine, une initiative qui a été lancée tout de suite, vous me rectifiez si je me trompe, tout de suite après la grande invasion russe. On vous connaît aussi comme entrepreneur français basé en Ukraine, même avant la grande invasion russe. Vous connaissez l'Ukraine relativement bien, vous faites les allers-retours réguliers en Ukraine et en France. Nous nous retrouvons aujourd'hui avec vous au centre de la capitale. Donc ma première question serait toute simple. Quel était votre chemin déjà vers l'Ukraine? Comment est-ce que vous avez découvert ce pays pour vous, même avant la grande invasion russe? Merci Tatiana beaucoup pour votre invitation. C'est un plaisir d'être ici aujourd'hui à Kiev avec vous. Alors comment j'ai découvert l'Ukraine? J'ai commencé à m'intéresser à l'Ukraine en 2004, au moment de la révolution orange. À l'époque, j'étais un jeune étudiant en histoire et en géographie à Paris, et puis très intéressé par toutes les questions politiques et européennes et par tous les mouvements qu'il pouvait y avoir en Europe centrale et en Europe de l'Est. Moi-même, je viens d'une famille qui est originaire d'Europe centrale, donc pour moi, il y avait une résonance familiale, et je me suis évidemment intéressé à ce qui se passait en Ukraine. Et je faisais partie d'une organisation qui s'appelait Réseau, une organisation de jeunes Européens qui avaient organisé un voyage à Kiev au moment de la Révolution orange. Alors moi, je ne faisais pas partie de ce voyage-là, mais j'ai tous mes amis qui m'avaient raconté ce voyage-là, donc ça a été mon premier contact avec l'Ukraine. Et puis ensuite, j'ai vraiment découvert l'Ukraine au moment de Maïdan en 2013-2014, et c'est le moment où je suis venu ici pour la première fois en Ukraine, à Kiev. Quelles étaient vos impressions de la capitale qui traversait ce moment très tragique? On se souvient très bien de ce moment historique, les barricades au centre de la ville, le sang qui a coulé aussi le 18-19 février 2013, le pays en désordre après et la guerre qui commence tout de suite après. D'abord, moi j'avais été impressionné par le calme qui régnait dans la ville à ce moment-là. La ville était... c'est pas du tout ce qu'on peut s'imaginer d'une révolution dans laquelle tout serait agitation et violence. C'était absolument pas le cas, en tout cas au moment où j'y étais. Tout était très calme. Maïdan Maïdan et l'avenue Khreshchatyk, qui est l'avenue principale de Kiev, où se situe d'ailleurs la mairie de Kiev. Tout était parfaitement organisé. Il y avait une solidarité incroyable entre les étudiants, les médecins, les ouvriers. Tout le monde était là. Et de toute façon, les gens y passaient la nuit. La nuit, il y avait des tentes, des campements, des unités médicales pour s'occuper des malades. C'était l'hiver, il faisait très froid. Et puis des concerts qui étaient organisés sur la scène principale face au sapin qui était là, le sapin de Noël qui n'a jamais été terminé d'ailleurs à ce moment-là, je crois. Et donc voilà, impressionné par ce calme, par cette organisation et par cette détermination des gens qui étaient là. Moi, j'y étais quelques jours avant, quelques semaines avant qu'il y ait les tirs de la police sur les manifestants ukrainiens. Donc c'est voilà, le premier souvenir que j'en retiens.
Oui, donc c'était un moment très important, un moment déterminant pour la suite. Aujourd'hui, on a souvent tendance de dire que la guerre de la Russie contre l'Ukraine dure depuis plusieurs mois. Mais en fait, on a tendance d'oublier que cette guerre, elle dure au moins à partir de 20 février 2014, n'est-ce pas, le moment où, en fait, la Russie avait commencé cette procédure d'annexion illégale de la Crimée. Et tout de suite, voilà, les petits envers en Crimée. Ensuite, les combats à l'Est, Lugansk, Donetsk, tout ceci fait partie de ces territoires imputés à l'Ukraine. Vous avez monté cette initiative Stand with Ukraine en anglais, bien étonnamment, pas en français, on entend souvent parler de cette initiative. Nous avons déjà accueilli dans notre podcast un jeune volontaire qui s'appelle Tadé, qui nous a un peu raconté sur cette initiative. Ma question à vous serait comment est-ce que vous arrivez à concevoir cette idée de Stand with Ukraine? Qu'est-ce que c'est déjà et comment vous voyez votre mission et quelles sont vos activités principales? Alors, Stand with Ukraine est né euh, le lundi 21 février, je crois, le soir du discours de Vladimir Poutine à la télévision russe, où on comprend que c'est inéluctable, que l'invasion va se passer. Alors à ce moment-là, on n'imagine pas qu'il envahira la totalité de l'Ukraine. On pense que ça sera seulement limité au Donbass, ou peut-être au Donbass plus la région de Kherson. Mais Stand with Ukraine est né à ce moment-là, et on est dans le train. On venait avec mon épouse de déposer nos enfants chez leurs grands-parents dans le sud de la France, et on remonte, on écoute le discours dans le train, et on dit qu'est-ce qu'on peut faire de plus que ce qu'on fait déjà, comment il faut absolument mobiliser l'opinion publique française. On est à un moment où les Français et les Européens s'intéressent peu à l'Ukraine, en fait, hein, finalement. Les médias parlent peu de l'Ukraine, parlent quasiment plus de la guerre qui a commencé en 2014. Les Français et les Européens connaissent mal l'Ukraine, la culture ukrainienne, les Ukrainiens en général. On sait à peine situer le pays sur une carte, hein. Et donc on se dit, comment on fait pour faire en sorte de mobiliser l'opinion publique française et européenne? Comment on fait pour mieux faire connaître l'Ukraine aux Français? Et donc on a créé cette initiative. On a commencé en appelant les Français à venir manifester place de la République. Donc, il y a plusieurs dizaines de milliers de Français qui nous ont rejoints. Et à ce moment-là, il y a eu un vrai moment d'émotion, hein. Le 24, on a commencé dès le 22 à faire des manifestations, mais le 24, il y a eu ce moment d'émotion, une solidarité, je pense, assez exceptionnelle. On ne s'attendait pas, hein, à qu'il y ait une telle solidarité. Et donc, on a commencé avec ces manifestations-là. Et puis ensuite, on a commencé à développer d'autres projets pour faire connaître l'Ukraine aux Français, et puis pour créer des ponts entre la France et l'Ukraine. Oui, les ponts qui sont vitaux parce qu'ils apportent aussi de l'aide à l'Ukraine qui traverse cette épreuve de la guerre qui est très cruelle, et puis le pays se retrouve très rapidement, non seulement sans armement nécessaire, là on ne parle pas des armements, mais on parle de l'aide humanitaire que votre initiative a fait marcher, notamment pendant les bombardements par missiles de plusieurs villes et villages de l'Ukraine, voilà, l'absence d'électricité, etc. Oui. Alors, vous avez raison, l'hiver dernier, les Russes ont bombardé les infrastructures énergétiques de l'Ukraine pour terroriser les civils, pour faire craquer les civils. Leur stratégie était de dire, si les civils craquent, si l'opinion publique européenne et ukrainienne craque, lâche, la guerre s'arrêtera, ils seront forcés de négocier. C'était leur stratégie. Et puis, en France, on était contacté par plein de villes qui nous disaient, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour aider? Quand on est maire d'une ville française, qu'elle soit petite ou grande, on est dans le faire, on est dans l'action. C'est important de faire des choses qui se réalisent rapidement, et puis des choses pour ses habitants, pour ses citoyens. Et donc on leur dit, aidez-nous à financer des générateurs électriques qui seront installés dans les écoles, dans les hôpitaux municipaux, et puis on vous enverra des photos, des vidéos de ces générateurs pour bien expliquer à vos citoyens comment est utilisé l'argent public, et puis l'utilité surtout de ces générateurs-là. Mais pour nous, cette campagne de générateurs, ça a été surtout l'occasion de mettre en contact, de mettre en relation les villes françaises avec les villes ukrainiennes, de créer ces liens, de créer ces ponts qui pour nous sont indispensables, c'est-à-dire de bénéficier d'un réseau de soutien à travers toute la France, pas seulement dans les sphères médiatiques ou
ou politique au plus haut niveau à Paris, mais vraiment un réseau de soutien partout, que ce soit dans les grandes villes ou dans les petites villes. Et donc, ces générateurs qu'on a envoyés sont transformés en échanges, en lettres de remerciement, en vidéos, en posts Facebook, en petits articles dans la presse locale en France et en Ukraine. Et puis on a organisé des Zooms entre les maires français et les maires ukrainiens. Et puis de ces Zooms sont nées parfois des relations amicales. On a organisé des voyages de maires français en Ukraine. On a organisé des voyages de maires ukrainiens en France. Et cet été, par exemple, plusieurs centaines d'enfants ukrainiens ont été accueillis dans les villes françaises, partenaires des villes ukrainiennes, et souvent des enfants de soldats, des enfants de soldats qui étaient au front ou parfois morts malheureusement. Et d'ailleurs, une des grandes craintes des accompagnateurs à chaque fois de ces enfants-là, c'était de devoir leur annoncer pendant leur séjour en France qu'un de leurs parents était mort. Heureusement, à ma connaissance, ça n'est pas arrivé, mais c'était vraiment l'une des grandes craintes. Et donc, encore une fois, voilà, la création de ces liens, et puis rien de mieux que les Français qui découvrent, moi j'en ai fait l'expérience, mais les Français qui découvrent l'Ukraine tombent amoureux de l'Ukraine. Et donc les faire venir en Ukraine ou faire venir des Ukrainiens en France, c'est cette façon d'avoir ce lien indéfectible qui permet d'augmenter ce niveau de soutien. Oui, c'est un lien humain, c'est un lien très direct de solidarité. Est-ce que vous avez remarqué pendant votre activité avec cette initiative Stand with Ukraine qu'il y avait des régions en France qui réagissaient d'une manière plus rapide ou plus ouverte, ou d'autres régions qui étaient plutôt réticentes par rapport à à renouer ou nouer des liens avec Ouais, les régions? c'est très intéressant comme question. Et oui, justement, oui, on l'a vu, et notamment les régions de l'Est. On a été sollicité par beaucoup de villes de l'Est qui ont connu la Première Guerre mondiale et qui ont connu les tranchées. Et qui ont parfois toujours les tranchées, hein, qui sont encore là dans leur ville, qui ont été gardées comme traces de l'histoire. Et celles-là, j'imagine il y a comme une résonance avec leur propre histoire. Et oui, celles-là, elles ont souhaité. On a plus de villes représentées dans l'est de la France que dans d'autres régions françaises. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a cette mémoire collective, voilà, l'histoire, mémoire collective, mémoire familiale aussi, parce que des expériences se transmettent en famille aussi, que les gens se montraient solidaires avec les régions en Ukraine. Et après, il y a une solidarité, encore une fois, très importante dans toute la France. Les Français ont fait une preuve d'une solidarité exceptionnelle. Je pense qu'il y a une empathie dans toute l'aide humanitaire qui peut être envoyée, dans le questionnement, dans l'interrogation de ce qui se passait là-bas, dans l'intérêt aussi envers la culture ukrainienne. Les Français ont souhaité s'informer. J'écoutais là, en venant ici, le podcast que avait enregistré avec Irina Dmitrichine, et qui disait que la plupart des éditeurs ont réédité les livres ukrainiens en français parce que les Français, au moment du début de l'invasion à grande échelle, ont souhaité connaître mieux l'Ukraine et les Ukrainiens. Découvrir pour eux la culture et l'histoire ukrainienne qui était méconnue, mais pour être juste aussi, et il faut aussi dire que plusieurs Ukrainiens ont découvert aussi l'histoire ukrainienne à cause de ces événements tragiques à partir de 2014, puisque c'est vrai que le pays fait cette transition historique et un peu lente aussi vers une identité qui serait différente de cette identité soviétique. Il faut prendre ça en compte aussi. Donc voilà, vous avez réussi à créer ce réseau. Est-ce que vous, en termes de chiffres, de donner peut-être un nombre de maires ou de localités françaises qui ont participé d'une manière ou d'une autre, que ce soit générateur ou autre chose, dans votre projet? Alors aujourd'hui, on a créé une 50aine de partenariats entre des villes françaises et des villes ukrainiennes, mais on a une 15aine de partenariats qui sont dans le pipe, dans les tuyaux, et qui seront a priori signés d'ici le mois de novembre. Donc voilà, déjà 15 de partenariats supplémentaires. Mais je crois que malheureusement, l'hiver qui s'annonce va être extrêmement compliqué en Ukraine, que les Russes bombardent à nouveau les infrastructures énergétiques et les infrastructures en eau également, et que l'aide occidentale et européenne sera indispensable, et qu'à ce moment-là, les maires français seront à nouveau présents. Et ça sera l'occasion de nouer de nouveaux partenariats, de transformer ce drame en occasion de créer des liens qui, on le souhaite, perdureront. Parce que ces liens qu'on crée, l'objectif, c'est qu'ils puissent, de façon
définitive amarrer l'Ukraine à l'Europe. C'est ce à quoi on travaille. À la fois faire mieux connaître l'Ukraine aux Européens, mais aussi du côté ukrainien, pouvoir les former, pouvoir leur apporter, leur partager notre expérience de gestion d'une ville, l'expertise qu'on peut avoir sur le traitement de l'eau, sur les transports, sur le plan local d'urbanisme, sur le développement d'une ville. C'est toutes ces choses-là qu'on essaye aussi de partager comme expertise, parce que c'est parfois des compétences qui manquent dans les villes ukrainiennes. Pas forcément dans les grandes villes, mais en tout cas dans les villes de taille moyenne ou les villes les plus petites, c'est des compétences qui ne sont pas là encore, et donc on peut nous les partager parce qu'on les a en France. Et donc quand on organise des voyages de maires ukrainiens en France, c'est ce à quoi on essaie de les intéresser. Par exemple, lors d'un dernier voyage, on leur a fait visiter une usine de méthanisation, qui est la transformation des déchets agricoles en gaz. Et donc en Ukraine, on sait qu'il y a beaucoup d'agriculture et qu'il y a un besoin d'énergie. Donc c'est quelque chose, genre de technologie qui pourrait être installé en Ukraine. L'Ukraine le fait déjà, mais voilà, quelque chose qu'on pourrait apporter en plus. On leur a fait aussi visiter des unités de traitement des eaux usées, de purification de l'eau pour en faire de l'eau potable, d'exploitation agricole française. On a essayé de faire comprendre comment fonctionnait une agglomération, une commune, en termes de process, de responsabilité, de budget, toutes ces choses-là d'expertise qu'on essaie de partager avec les villes ukrainiennes. Voilà, des choses tout à fait pratiques et nécessaires pour la vie de n'importe quelle ville. Ce qui est absolument sympathique dans le projet que vous menez, c'est que c'est une coopération, un jumelage, voilà, une aide par le bas. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de gouvernement, que ce soit français ou ukrainien, pour agir, pour faire des choses pratiques. Et donc, ça rentre très bien dans la logique de la décentralisation qui est très chère à l'esprit ukrainien. Cette réforme de décentralisation, je tiens à rappeler à nos auditeurs, avait commencé en Ukraine en 2015 avec un certain budget qui reste sur place et puis une certaine autonomie, si on peut dire comme ça, sur place. Et donc cette décentralisation qui avait aussi joué son rôle pendant la grande invasion russe, puisque les maires, la défense territoriale n'ont pas attendu en quelque sorte les ordres d'en haut pour agir, et donc cette capacité de s'organiser au niveau local, elle a joué aussi un rôle historique. Et donc c'est très sympathique de voir que ça dépend pas, voilà, ces alliances-là, ces jumelages, ça dépend pas de changement du gouvernement, ça dépend pas tellement des élections présidentielles, ça dépend pas de ces vents historiques qui peuvent changer en fait la stratégie française, mais ça va rester sur place. Ma question, est-ce que dans votre travail, vous connaissez bien l'Ukraine, parce que vous avez passé beaucoup de temps ici, vous voyagez un petit peu, est-ce que vous avez favorisé lors de votre travail avec Stand with Ukraine, certaines régions ukrainiennes pour des partenariats, c'est-à-dire, je veux dire tout simplement, des régions plus dévastées, plus détruites, où vous ne faites pas vraiment attention que ce soit une localité à l'ouest, qui est aussi touchée par les blackouts, ou une localité à l'est où tout pose problème. Infrastructure, école, hôpital, tout, parce que tout est détruit. Alors, oui et non. Oui, parce qu'évidemment, quand on envoyait des générateurs, on a priorisé les villes qui avaient le plus souffert et qui avaient le plus besoin de ces générateurs-là, même si vous l'avez précisé, il y avait des blackouts dans toute l'Ukraine, dans toutes les régions d'Ukraine, au minimum 8 heures par jour. Mais on a surtout, en priorité, noué des partenariats avec des villes dans lesquelles il y avait des équipes municipales qui avaient envie de ces partenariats-là. Pas seulement pour cocher une case, mais parce qu'elles comprenaient la nécessité de créer ces liens avec l'Europe, avec l'Union européenne, et donc avec des équipes municipales qui déjà avaient engagé ce travail-là depuis plusieurs mois ou plusieurs années, et puis des personnes surtout dont on était certain de la probité, de la manière dont serait utilisée l'éventuelle aide qu'on enverrait là-bas. C'était un sujet extrêmement important. Et donc ça, c'est pas nous qui avons analysé ces critères-là, mais on l'a fait en partenariat avec différentes ONG ukrainiennes qui ont l'expérience et qui travaillent avec les villes ukrainiennes depuis des années. Donc c'est sur elles qu'on s'est appuyé. Donc voilà, c'était pas, il n'y a pas des critères que vous installez pour aider, et donc c'est un peu spontané pour l'instant. Donc c'est spontané, mais d'autre part c'est aussi très vivant.
Ce dernier temps, ces dernières semaines, on entend de temps en temps et d'une manière un peu fréquente, malheureusement, on entend parler de une certaine fatigue, un certain désengagement vis-à-vis de partenaires occidentaux, que ce soit français, américains ou autres. Récemment, il y avait un débat à la France Culture auquel j'avais participé avec deux autres Ukrainiens, et donc les questions portaient sur est-ce qu'on ressent un certain désintérêt. Ma question à vous, est-ce que vous ressentez dans ces réactions de solidarité qui étaient très vives il y a un an et demi déjà, plus d'un an et demi en fait, un certain désengagement au fil du temps? Est-ce que selon vous, il y a voilà, les mairies, les localités, les citoyens français commencent à être fatigués de cette guerre qui s'installe dans la durée? Moi, je ne crois pas. C'est ce qu'on entend là ces derniers jours, hein. On est le 3 ou 4 octobre, et c'est ce qu'on lit dans la presse, qu'on entend, qu'il y aurait une fatigue qui monte. Alors, on est inquiet de ce qui se passe aux États-Unis, on est inquiet du Congrès qui pour l'instant bloque le vote sur l'aide à l'Ukraine, mais on espère que ça se débloquera dans les prochains jours, les prochaines semaines. Quand on regarde les études d'opinion, il n'y a pas de baisse de soutien des opinions européennes à l'Ukraine. Il y a même plutôt un renforcement au mois de juin, au début de l'été dernier. Donc là-dessus, il n'y a pas d'inquiétude à mon sens. Alors, je crois que c'est surtout la propagande russe qui aimerait nous faire croire qu'il y a une fatigue ou une baisse de soutien, mais dans les faits, ce n'est pas le cas. Les mairies, elles ont tout autant l'envie d'aider les Ukrainiens, de participer autant qu'elles peuvent à l'aide de l'envoi de l'humanitaire, à l'accueil des déplacés temporaires. Donc là-dessus, je ne vois pas de fatigue. Et puis, quand on regarde l'attitude des gouvernements européens, le langage, les mots qui sont utilisés par l'ensemble des chefs d'État européens ou la Commission européenne, les mots ne sont plus du tout les mêmes qu'au début de la guerre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un soutien qui est... c'est-à-dire que jusqu'au bout, on mettra tous les moyens pour soutenir l'Ukraine. C'était absolument pas le cas au début de l'invasion à grande échelle. On parle aujourd'hui de victoire de l'Ukraine, de défaite de la Russie. Enfin, c'est des choses qu'on ne pouvait pas prononcer le 24 février 2022. Et puis surtout, il y a une page très importante qui va s'ouvrir à la fin de l'année, qui est, on l'espère, l'ouverture des négociations d'adhésion à l'Union européenne de l'Ukraine, avec une perspective d'adhésion dès 2030. Donc ça, c'est extrêmement positif. Souvenez-vous, en juin 2022, quand l'Ukraine souhaitait décrocher le statut de candidat, on parlait d'adhésion de l'Ukraine européenne dans 20 ans ou dans 30 ans plus tôt. On parle d'adhésion, et à ce moment-là, nous, on était convaincus, nous qui connaissons l'Ukraine et qui aimons l'Ukraine, on était convaincus que ça irait beaucoup plus rapidement. On connaît la capacité des Ukrainiens à déplacer des montagnes et leur volonté, et on l'a vu depuis le début de la guerre. Mais donc, cette perspective d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, dès 2030, elle est là, et moi je suis convaincu que les Ukrainiens feront le nécessaire pour que ça fonctionne, et que ces partenariats qu'on construit entre les villes ukrainiennes et les villes françaises, c'est une petite pierre à faire en sorte que l'Ukraine remplisse le plus rapidement possible l'ensemble des critères. Oui, donc cette dynamique, et c'est vrai, on oublie trop souvent le point où on était il y a un an et demi en fait. Donc c'est vrai qu'on sous-estime parfois les progrès qui ont été faits. Et puis c'est vrai que cette perspective de guerre longue, elle remplit pas de bonheur, on va dire, ni les Ukrainiens ni les Européens. Mais d'autre part, on se dit, comme a dit une fois, d'une manière tout à fait juste, la journaliste française Florence Obna, l'Ukraine n'a pas de plan B. C'est-à-dire qu'on n'a pas de plan B que de continuer la guerre jusqu'à la victoire. On n'a pas de plan B que de faire tout le possible pour adhérer à l'Union européenne et aussi dans l'OTAN après la guerre pour avoir des garanties de sécurité pour qu'il n'y ait pas d'autres agressions de ce Mais je vois que l'Europe n'a pas de plan B non plus aujourd'hui. L'Ukraine fait partie de l'Europe et tout le monde en est convaincu désormais. Et donc, c'est-à-dire que quand la Russie attaque l'Ukraine, la Russie attaque l'Europe, nous attaque nous. Et donc, on n'a pas de plan B non plus. On est obligé de gagner cette guerre. Cette guerre est devenue une guerre existentielle pour l'Europe, plus seulement pour l'Ukraine. Quel est dans votre projet qui est très vaste et qui, comme vous avez dit, une cinquantaine de mairies, donc ça fait un nombre considérable. Quelle histoire vous a le plus touché, le plus ému personnellement durant ces longs mois de l'existence de l'initiative Stand with Ukraine? Il y en a
Plusieurs, mais notamment la mère d'Ivanivka, quand elle est venue en C'est quelle France. région, Ivanivka? Parce qu'il y en a plusieurs. Donetsk, Donetsk. c'est ça, hein, j'ai un doute. Quand la mère d'Ivanivka est venue en France au mois d'avril et qu'elle a raconté l'occupation russe dans sa région, qu'elle a raconté comment une partie des familles avaient été regroupées tout ensemble dans les sous-sols de sa ville, et quand elle a raconté aussi une histoire un plus drôle ou pathétique, que des soldats russes, eux, s'étaient réfugiés dans le sous-sol d'une maison d'Ukrainiens, et qui avait dans ce sous-sol-là une famille avec une grand-mère, une mère et la fille. Et les soldats russes étaient là avec leurs armes, chacun assis d'un côté de cette cave, et les soldats russes étaient terrorisés, ils ne savaient pas ce qu'ils foutaient là. Et donc ça, c'était le côté un peu plus marquant. Mais c'est tous ces témoignages de l'occupation russe, enfin, ils sont terribles. On en a lu beaucoup, mais et notamment au moment de la libération des territoires dans la région de Kiev, de Boutcha et de Borodianka et d'Irpin. Mais à chaque fois qu'on entend ces témoignages-là, et dans les villes qu'on a, dans les jumelages qu'on a créés, il y a un certain nombre de ces témoignages-là, et c'est chaque fois évidemment extrêmement poignant. Mhm. Donc il y a des témoignages, c'est vrai qu'il y a autant de souffrance humaine, autant de ce côté ignoment de l'occupant. Malheureusement, nous avons pu enregistrer ces histoires et écouter ces histoires. Donc ça démontre en fait le côté juste en fait de cette résistance qui est là, puisque ce n'est plus question ce n'est pas question uniquement des territoires, c'est une question de vie et mort, et puis de la dignité, donc respect pour la vie en tant que telle. En fait, tout ceci est important, et donc c'est très bien qu'il y a une ouverture vers ces histoires-là, et qui parlent aux Français tout aussi bien qu'aux Ukrainiens. Parlons de la reconstruction. Vous avez évoqué, avant qu'on commence cet enregistrement, que reconstruction, c'est quelque chose de très important. On a souvent du mal à faire passer le message que reconstruire, c'est important dès maintenant, même si la guerre continue, et même si, en fait, on ne sait pas de quoi est-ce que l'armée russe était capable. Donc, ils sont capables de bombarder encore une fois toutes les villes, de continuer leur offensive dans toutes les directions. Pourquoi, selon vous, la reconstruction est-elle tellement importante? Elle est indispensable, et dès maintenant, en fait, elle commence dès maintenant, cette reconstruction et ce développement de l'Ukraine. D'abord parce que il y a toujours des Ukrainiens qui vivent ici. Quand les infrastructures ont été détruites, à la fois dans les territoires libérés, mais aussi plus en profondeur dans l'ouest de l'Ukraine, quand les infrastructures énergétiques, les infrastructures en eau ont été détruites, il faut les reconstruire de façon indispensable. On comprend bien, hein, que cet hiver, il fera à nouveau moins 20 degrés, et il faut du chauffage, de l'électricité, de l'eau potable pour l'ensemble des Ukrainiens, et donc il faut reconstruire ça. Mais aussi parce qu'il y a plusieurs millions de déplacés internes en Ukraine, qui vivent pas seulement dans d'autres pays de l'Union européenne, mais qui vivent en Ukraine dans d'autres régions. Et pour ces gens-là, il faut prévoir de nouveaux logements, un emploi, l'accès à une école, et donc il faut développer les infrastructures pour ces déplacés temporaires, on le souhaite, qui pourront rentrer chez eux le plus rapidement possible. Et puis ensuite, sur la question des transports, par exemple, le seul moyen de se déplacer en Ukraine aujourd'hui, le principal moyen, c'est le train. La voiture un petit peu aussi, et donc pareil, il faut développer les liaisons ferroviaires entre l'Europe et l'Ukraine, et puis entre les principales villes ukrainiennes. Donc cette reconstruction de l'Ukraine, elle commence dès aujourd'hui. Elle a commencé. Et la France, de sa part, elle contribue aussi à cette reconstruction, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Et c'est important qu'elle y prenne toute sa part. Avant la guerre, avant l'invasion à grande échelle, la France était le premier employeur étranger en Ukraine. Et donc ça, on souhaite que ça perdure, et que les entreprises françaises, qui ont plein de compétences à apporter à l'Ukraine en cas de reconstruction, dans le bâtiment, dans l'eau, dans l'énergie, dans les transports, dans l'agriculture, toutes ces compétences-là, on souhaite vraiment qu'elles puissent bénéficier à la fois à l'Ukraine et puis aux entreprises françaises également. Mais surtout, moi, ce qui me semble important, c'est que cette reconstruction de l'Ukraine puisse devenir, que l'Ukraine
puissent bénéficier de cette construction-là, pas seulement pour reconstruire à l'identique, ou reconstruire le plus vite possible, mais reconstruire dans les meilleures conditions possibles. Et puis surtout qu'on construise l'Ukraine de demain, l'Europe de demain, qu'on fasse de l'Ukraine le modèle de l'aménagement du territoire, de la ville résiliente, de la ville écologique, de la ville du XXIe siècle finalement. La transformation de nos vieilles villes européennes, l'adaptation au changement climatique et à toutes les crises que l'Europe traverse, la crise énergétique, le risque de guerre avec la Russie, que cette transformation des villes européennes prendra plusieurs décennies parce que c'est des sommes colossales à investir en Ukraine, parce qu'il faut malheureusement reconstruire de zéro dans beaucoup de territoires. Ça ira beaucoup plus vite. Donc faisons de l'Ukraine le modèle de cette construction du XXIe siècle. Et puis, moi je suis convaincu que ça sera parmi les fondements de l'économie de l'Ukraine de demain. C'est-à-dire que toutes les compétences, tout le savoir-faire que l'Ukraine va accumuler lors de cette reconstruction, c'est des compétences qui pourront demain être exportées au reste de l'Union européenne. Oui, vous avez absolument raison. Il y a aussi un autre aspect. Donc, si on reconstruit maintenant, si on propose des conditions de vie dignes de son nom à des déplacés internes que vous avez évoqués, ça voudra aussi dire un moindre départ vers les pays européens, et ça constitue une certaine charge. Voilà, les déplacés, les réfugiés qui ont été légions dans les premières semaines et mois de la guerre. Donc, une grande partie selon les évaluations, on ne connaît pas le nombre exact, mais d'après ce qu'on lit dans la presse, c'est presque 10 millions d'Ukrainiens sont dehors de pays. Donc ça constitue quand même une charge importante pour des pays étrangers. Donc les retenir ici, les faire revenir ici. Une charge et une chance. Parce qu'on sait que dans nos pays européens avec des démographies chancelantes, avoir des Ukrainiens qui ont souvent un excellent niveau d'éducation et de compétences qui peuvent travailler pour les entreprises, c'est pas qu'une charge, mais souvent une chance. Et puis, les déplacés, faut se souvenir que c'est des femmes et des enfants, souvent, donc autant de personnes qui peuvent régénérer nos pays. Donc je pense que... Et on voit un certain nombre de pays européens qui, au contraire, aujourd'hui, font tout pour retenir les Ukrainiens plutôt qu'ils repartent. Et en revanche, pour l'Ukraine, c'est un véritable enjeu que le maximum de ces déplacés temporaires puissent revenir en Ukraine. Alors, certains feront des choix de vie individuels et ils en ont le droit, mais pour l'Ukraine, l'objectif, c'est que ces gens-là reviennent vivre et reviennent reconstruire et développer l'Ukraine. Et donc pour ça, il faudra avoir des logements de qualité, mais aussi un travail et puis des perspectives de sécurité. La sécurité, c'est l'enjeu principal, les perspectives d'avenir. Et donc ça, c'est à nous tous, collectivement, de pouvoir le proposer. Quand on regarde les projections démographiques de l'Ukraine, c'est inquiétant aujourd'hui. C'est très inquiétant. Déjà, on ne connaît pas non plus des chiffres exacts, puisqu'il n'y avait pas de recensement de population depuis pas mal de décennies. Mais selon les estimations, avant la grande invasion russe, rappelons ça à nos auditeurs, les chiffres s'élevaient jusqu'à 42 millions d'Ukrainiens. Aujourd'hui, moins de 10 millions, ça fait 30 millions pour un pays qui est presque aussi grand que la France. Donc, en termes de surface, ça fait pas beaucoup de monde. Et donc l'économie qui a besoin de main libre pour la reconstruction, mais pas seulement, pour soutenir l'économie qui doit marcher, puisqu'il y a besoin pour le front, mais il y a aussi besoin de continuer à vivre et continuer à faire marcher cette économie. Tout ceci est capital. Et après, c'est vrai que on sait qu'on accuse Poutine, donc ce régime russe, d'avoir volé des enfants à l'Ukraine. Les cas très tragiques au sud, la région de Kherson, la région de Donetsk, de Lugansk, Mariupol, autant d'enfants ont été volés à l'Ukraine, mais d'autres enfants sont partis en Europe et plus cette guerre dure, moindre il y a chance que les familles vont revenir ici, puisqu'il y a question de langue, il y a question de scolarisation, il y a question d'inertie. Simple inertie, donc chaque année scolaire, elle éloigne les chances de revenir ici, puisque les familles qui ont perdu, par exemple, leur maison, leur appartement, qui ont perdu des liens sociaux, donc ils sont déjà intégrés. Donc avec chaque année de plus, elle diminue des chances pour ces familles de rentrer. Si les enfants ukrainiens ne continuent pas à apprendre l'ukrainien, à apprendre la culture ukrainienne, Poutine a gagné. Et ça, c'est dramatique et il faut bien le saisir comme enjeu. Et c'est pour ça que je pense que
Ça c'est quelque chose sur lequel on a essayé de travailler aussi dans les premiers mois de l'invasion à grande échelle. On a essayé de faire en sorte que les enfants ukrainiens réfugiés en France puissent avoir accès, toujours pas seulement en ligne, mais à de l'enseignement en ukrainien ou à la culture ukrainienne à Paris. Et donc on avait monté un programme où des professeurs ukrainiens étaient rémunérés par l'éducation nationale pour pouvoir accompagner les enfants ukrainiens à de l'apprentissage en ukrainien et de la culture ukrainienne. Et donc ça, c'est quelque chose d'essentiel. Et en même temps, c'est aussi important d'être dans les écoles françaises, parce que quand on vit en France, l'école est obligatoire, et donc il faut aussi s'intégrer et avoir des camarades de son âge, pouvoir vivre une vie la plus normale possible. Oui, une vie sociale pour un enfant comme pour un adulte, c'est capital. Donc pour les enfants aussi. Je voudrais aussi vous demander, on a parlé beaucoup de votre projet Stand with Ukraine, donc sur ce réseau de partenariat qui se développe tout en bas, c'est-à-dire sans couleur politique, mais en même temps, il est important de fixer l'état des lieux. On en est où avec le soutien de la France, du gouvernement en fait, de l'Ukraine. Nous avons noté certains changements, on dirait fondamentaux, depuis le début de la guerre. Donc aujourd'hui, on entend la France plaidoyer presque pour la place de l'Ukraine dans l'OTAN, en tout cas après la guerre, après la fin de cette guerre, ce qui n'était pas du tout le cas avant la grande invasion russe. Quelle serait votre évaluation de ce changement politique français depuis la grande invasion et jusqu'à aujourd'hui? Alors, on espère d'abord que ce changement, cette ligne perdurera. Moi, je me réjouis vraiment du soutien de la France aujourd'hui. La semaine dernière encore, le ministre de la Défense français était à Kiev avec une vingtaine de représentants de l'industrie de l'armement française, avec des partenariats qui sont en train de se monter, des productions d'armes françaises en Ukraine, en tout cas des technologies françaises qui pourraient être produites par les Ukrainiens en Ukraine. Et ça, c'est quelque chose de très positif, à la fois pour l'industrie de l'armement française, mais aussi pour les Ukrainiens qui dépendent moins des exportations occidentales ou des dons occidentaux. Donc ça, c'est essentiel, et on voit que c'est vraiment une vraie marque de confiance de la France ou des Européens envers l'Ukraine. Et ça, c'était quelque chose qui était loin d'être acquis il y a quelques mois encore. Donc ça avance, c'est extrêmement positif. On voit bien que sur la question de l'Union européenne et de l'OTAN, vous avez raison là-dessus, la France est parmi les pays les plus enthousiastes, je crois. Et donc ça, pareil, c'était quelque chose qui était absolument pas la position de la France. Et donc ça, c'est extrêmement positif aussi. En revanche, il y a toujours, et ça, c'est pas la position du gouvernement français, mais il y a toujours en France cette relativisation de ce qu'est cette guerre, et parfois cette tentation de continuer à donner une tribune à des personnalités russes ou à ce que serait la culture russe. Par exemple, je m'explique. Dans quelques jours, à la Philharmonie de Paris, la France recevra une chanteuse russe qui est un soutien de Poutine, qui a apporté des signes de soutien de Poutine et qui n'a jamais condamné fermement la guerre, et elle sera accueillie à la Philharmonie de Paris. Vous parlez de Netrebko, n'est-ce pas? Et on a beau faire appel au ministère de la Culture français, il n'y a pas de réponse là-dessus. Et on continue à avoir ces personnalités-là qui viennent en France de façon totalement normale. Le CIO a annoncé il y a quelques jours, le comité paralympique a annoncé il y a quelques jours, que les athlètes paralympiques russes seront autorisés à participer aux Jeux Olympiques de Paris l'année prochaine. Et on attend la même décision du CIO dans les prochains jours pour les athlètes, pour tous les athlètes. Alors c'est sous drapeau neutre, on est d'accord pour l'instant, mais on peut s'attendre malgré tout à avoir des drapeaux russes à Paris l'été prochain, et puis des déclarations de Poutine annonçant des victoires russes à Paris à chaque fois qu'il y aura un athlète russe médaillé à Paris. Et il y aura des athlètes russes médaillés. Donc le sport, c'est quelque chose de politique, surtout quand il s'agit des athlètes russes. Et pour moi, c'est une
honte qu'on puisse accepter cela et on entend peu l'aire de sa politique française s'exprimer. Alors, la maire de Paris, qui est la ville hôte des Jeux Olympiques, s'est exprimée très fermement contre l'accueil des athlètes russes et biélorusses à Paris, et elle l'a dit à Kiev lors de son voyage en début d'année. Donc ça, c'était un moment très important. Mais in fine, c'est le CIO qui décide. Mais je crois que là-dessus, le gouvernement français pourrait avoir une position un peu plus ferme plutôt que de renvoyer la balle au CIO. Oui, une position un peu plus ferme sur cet accueil, puisqu'il faut faire comprendre à la Russie qu'on ne peut pas faire cette agression-là et bénéficier de cet accueil chaleureux, même que ce soit des artistes, des chanteurs de l'opéra ou puis des athlètes, ce qui est aussi important. On sait très bien que la Russie arrive d'abord souvent malheureusement avec le ballet, la littérature russe, les livres, et ensuite il y a des chars qui arrivent. Et donc qu'il faudrait à ce moment-là historique de dire de projeter son nom à cette culture, même si ça ne veut pas dire que d'ici 20 ans, d'ici Exactement. 30 ans, on pourra reparler. Exactement. Je pense que la décence, c'est de mettre en pause la culture russe dans nos pays pour l'instant, et puis ça reprendra une fois que l'Ukraine aura gagné cette guerre, et puis que les Russes aussi auront fait un travail de compréhension de ce qui s'est passé, et qu'ils auront, j'espère, l'envie de transformer leur société, un peu comme le travail qui a été fait en Allemagne après la Seconde Guerre mondiale, de compréhension des raisons pour lesquelles on en est arrivé là, et puis de transformation de la société, et puis de compréhension de leur histoire. Oui, malheureusement, on a très peu d'espoir que ça puisse se produire d'une manière rapide. En Allemagne, ça avait pris des décennies. Donc, d'ici là, d'après les échos que nous recevons depuis la Russie, pour l'instant, c'est malheureux de dire mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de compréhension à l'intérieur de la société. Il faudra des années, sans doute des décennies, peut-être des générations aussi, pour accepter cette responsabilité historique pour l'agression, et puis pour transformer, pour devenir autre. Donc on nie pas l'opportunité pour un peuple russe de devenir autre chose, et il deviendra certainement, mais malheureusement pas tous parmi nous verront cette transformation se faire. Merci beaucoup, Edouard, pour cette conversation absolument passionnante. Merci pour tout ce que vous faites pour l'Ukraine avec votre initiative, pour cette aide très précieuse, très pratique en fait et très immédiate, et pour votre vision de ce que l'Ukraine représente pour la France et la France représente pour l'Ukraine, et pour cette amitié qu'on ressent de votre part pour notre pays. Merci beaucoup. Merci. C'était le podcast L'Ukraine face à la guerre. N'hésitez pas de partager cette émission. Nous n'allons pas tarder à enregistrer et diffuser d'autres épisodes. Je m'appelle Tetiana Ogarkova, j'étais accompagnée par Edward Mayer, cofondateur de l'initiative Stand with Ukraine, qui renforce les liens entre les villes françaises et les villes ukrainiennes. Restez avec nous et soutenez l'Ukraine.